On commence cette journée par un dialogue animé. Damien Rondepierre reçoit Renaud Père et David Bravo. Bonjour Damien. Bonjour à toutes et tous, nous sommes en direct du RIS pour le festival à l'école de l'Anthropocène pour notre dialogue animé du jour. Aujourd'hui, nous revenons sur les enjeux que posent le logement et l'habitat dans ce contexte d'urbain anthropocène. Nous le verrons, penser et faire l'habitat, c'est intégrer les questions d'accessibilité économique au logement, les problématiques sociales, problématiques environnementales posées par le cadre bâti, mais aussi par les manières de vivre, et même penser le potentiel politique de la vie quotidienne. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de deux invités, tous les deux actifs de par leur position professionnelle, mais aussi politique sur ces questions d'habitat et plus globalement d'aménagement de nos villes. Renaud Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville. Vous êtes également professeur de sciences politiques à l'IEP de Lyon, spécialiste des politiques publiques urbaines. David Bravo, bonjour à vous également. Bonjour, un plaisir. Vous êtes architecte et faites partie du cabinet de conseil Urban Front qui traite des enjeux de justice sociale, spatiale et environnementale dans les villes. Vous venez de Barcelone, où vous avez été conseiller en charge de la lutte contre la gentrification de la municipalité Barcelone en commun. Vous participerez ce soir à la soirée de clôture du festival intitulée « Et maintenant que faire ? Les possibles anthropocènes ». Pour commencer notre échange, qu'on va débuter maintenant, nous partons en Espagne. Pouvez-vous nous expliquer, David Bravo, comment vous, dans votre quotidien, vous introduisez la notion et le défi que pose l'anthropocène dans votre travail ? Oui. Le problème pour moi, c'est qu'on en parle beaucoup, pas tellement de l'anthropocène, mais de l'échauffement climatique, des changements climatiques. On en parle tout le temps, même dans les annonces, à la radio, les bagnoles se vendent en disant qu'elles sont écologiques, ou même les banques. Mais par contre, on n'en fait rien. Donc si on regarde les chiffres, c'est tout à fait le contraire. On va dans les mauvais sens. Donc c'est un peu comme si on avait un PowerPoint qui disait des choses sur l'écologie, sur le changement climatique, et voilà. Et après, on a un Excel qui dit tout le contraire. Pour moi, ça, c'est la principale erreur qu'on est en train de commettre. Et est-ce que vous arrivez à mettre en relation ce PowerPoint et cet Excel ? Pas du tout. Ça c'est le problème. On dit qu'on est en train de faire des choses. On a des ministères qui s'appellent de la transition écologique, non ? Mais puis on voit que les émissions, elles montent, que l'énergie dont on a besoin augmente. Donc c'est tout à fait les infrastructures qu'on est en train de bâtir à Barcelone, par exemple. On est en train de discuter sur élargir l'aéroport, qui est déjà un des plus grands de l'Europe. On n'a pas besoin d'un aéroport plus grand. On est en train de discuter sur de la construction d'autoroutes. On devrait investir sur les transports publics au lieu des autoroutes, toujours. Ça appartient au siècle XX et pas le XXI. Mais c'est ça l'Excel. Nous reviendrons dans quelques instants sur le PowerPoint du coup. Renaud Père, est-ce également une notion que vous prenez en considération à la métropole de Lyon assez globalement, mais aussi plus spécifiquement vous dans le secteur de l'habitat ? Oui, en fait le logement ou l'habitat incarne parfaitement ou malheureusement toute la tension anthropocène. C'est finalement la politique publique qui incarne plus cela. Alors bien sûr, on a tous à l'esprit les mobilités et leurs contradictions, mais souvent les mobilités, c'est déjà une réponse, en tout cas d'une certaine manière à la transition écologique. Alors que le logement pose la tension. Pourquoi ? Parce que le logement, d'abord, est évidemment a un bilan carbone très mauvais. C'est de la construction, c'est avant tout cela. Donc il faut peut-être s'interroger sur les matériaux que nous utilisons, sur les manières de construire. Et par ailleurs, vous le savez, en termes de consommation d'énergie, et encore plus cet hiver et les hivers prochains, c'est un vrai défi à relever, mais il n'y a pas que cela. Il y a évidemment la question qu'il y a un besoin. Sans quoi la question serait résolue. Et je vous dirais là, je serais venu à cette émission pour vous dire on arrête de construire. Oui, mais enfin... Il y a 22 000 mal logés dans la métropole de Lyon. Il y a des habitants à peu près en moyenne de l'ordre de 12 à 15 000 qui arrivent par an dans la métropole de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les portes ? Non. Donc il y a une politique de temps long et puis il y a une politique qui doit allier la transition écologique,
je pense que je reviendrai sur des aspects évidemment qui irriguent toute notre politique de l'habitat à la métropole de Lyon, et la justice sociale. Si on ne pense pas les deux ensemble, on ne comprend pas la tension de l'Anthropocène et du monde que l'homme a produit depuis maintenant presque 2 siècles. Je vais revenir sur ces structures institutionnelles que vous avez tous les deux citées juste avant. Vous pointez du doigt qu'il est compliqué de passer ou de faire entendre ce contexte d'Anthropocène au quotidien qui appelle des politiques résolument transversales et non pas à penser en silo. Comment est-ce possible aujourd'hui dans la métropole de Lyon, Renaud Père? Est-ce qu'on pense par le social, le politique, l'économique, ou est-ce qu'on pense plutôt par des objectifs, par des enjeux? Non, on pense avant tout par l'écologique et le social, évidemment. Mais ça n'est absolument pas opposé à l'économique. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que nous devons relancer des filières du bâtiment, autour de la filière bois, de la filière terre crue, et je pourrais en évoquer d'autres, et que c'est une opportunité. Je ne suis pas du tout en train de faire du greenwashing. Il y a une vraie opportunité de transition économique, par la prise de conscience évidemment de la transition écologique. Mais oui, nos priorités sont doubles à la métropole de Lyon. C'est l'écologique et le social. Alors, il ne suffit pas de dire ça. Je vais vous prendre un exemple. Quand nous sommes arrivés, nous avons récupéré des grandes opérations de rénovation urbaine. Il y avait 10 projets en rue. C'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui était engagée dans notre métropole. Nous en avons rattrapé un, celui de Givors, ça faisait 11. Puis il y en avait 2 qui étaient en suspens. Celui de Villeurbanne-Saint-Jean et celui de Bron-Paris. Je vais vous prendre juste cet exemple. 1 an de lobbying de la métropole de Lyon pour dire, sur Paris Sud, alors, désolé, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est un ensemble de constructions de toute fin des années 50, années 60, qu'on pourrait qualifier de grands ensembles, qui sont en bordure du parc de Paris, qui était un grand parc créé il y a à peu près un siècle pour notamment l'est de la métropole, plutôt ouvrière. Et bien là, nous nous sommes battus pour dire, nous ne voulons pas démolir. On peut faire un choc d'attractivité, vous mettez toutes les guillemets, parce que ce n'est pas mon expression, c'est celle de l'ANRU. Un choc d'attractivité, mais en réhabilitant ces bâtiments. 1 an de lobbying. On a obtenu. C'est pour moi une des grandes victoires qui n'apparaît pas dans le grand public, sauf quand même pour les habitants de Paris, qui sont les premiers concernés. Mais avec cela, bien sûr que nous allons construire en essayant, évidemment, de préserver véritablement la nature, et évidemment le parc de Paris sans aucun doute, mais au-delà de ça. Mais nous allons réhabiliter. C'est à la fois un gain social, pour celles et ceux qui habitent aujourd'hui ces immeubles, c'est évidemment un gain écologique, et je vais essayer de convaincre, nous allons essayer de convaincre, parce que c'est tout l'exécutif qui porte cela, que c'est un gain économique parce que ça relance les filières de réhabilitation qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans le bâtiment. Et rapidement, pour revenir sur le choc d'attractivité, comment est-ce qu'il se met en place? Est-ce que c'est mis en place par l'engagement sur le levier du nombre de logements, par l'investissement de nouveaux services publics ou de réinstallation de services publics? Le choc d'attractivité, encore une fois, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est moi qui l'ai posée, donc et vous la reprenez. Bon. Mais c'est quoi? C'est bien sûr déjà par l'occupation temporaire, c'est-à-dire, vous savez, les projets, ils s'étalent quasiment sur une décennie, voire 15 ans. Donc il faut il faut évidemment ramener du service. Mais, pour parler un peu rénovation urbaine, c'est le niveau de réhabilitation que nous allons proposer. Enfin, nous sommes un pays où nous avons eu la chance, il y a 2 ans maintenant, d'avoir un prix Pritzker avec les architectes Lacaton et Vassal, qui sont venus à Bron, justement, qui, eux, créent une seconde peau, plus qu'une seconde peau, un nouvel espace de vie, une beauté de façade aussi, qui n'est pas négligeable, mais avant tout un confort dans le logement. Ces architectes travaillent le logement social. Et ben c'est ça l'esprit de Paris. Très bien, merci. David Bravo, vous qui avez été dans la municipalité barcelonaise, issu d'un mouvement citoyen, Gagnons Barcelone, avez-vous senti cette difficulté liée à l'organisation institutionnelle, même en venant d'un mouvement citoyen et militant? Oui, tout à fait. L'institution, elle est faite pour ne pas se laisser changer, quoi. Donc,
du moment où l'on est entré à la mairie, il y avait tout un tas de choses qui étaient très difficiles à changer, quoi, non? Ça a été un gros problème. Mais on est entré pour changer la ville, et moi je dirais tristement qu'à la fin, la ville nous a changé à nous. Parce que là, maintenant, les mouvements, au début, c'était gagnant Barcelone, mais puis ça a changé à Barcelone en commun. Et là, tristement, on pourrait dire que c'est tout le contraire. C'est pas du tout la Barcelone en commun qui a changé l'institution, mais l'institution qui a changé les mouvements. Ceux qui étaient des activistes, maintenant, ils font moins des efforts pour faire ce qu'ils sont venus faire, quoi. Et quelles ont été ces forces qui ont pu transformer ce mouvement initial? Bon, c'est très difficile à résumer, quoi, mais je pourrais dire qu'il y a des chantages médiatiques qui sont très difficiles à y faire face. Je vais vous poser un exemple. On a à Barcelone cet événement, c'est un gros événement, les Mobile World Congress. C'est le plus grand du monde en matière de portables, de téléphonie, voilà. Et ils utilisent un espace public qui appartient à la mairie, 27 hectares de sol public qui est très central. Et il y a chaque année 100 000 personnes qui viennent à une ville d'1,5 million pour faire cet événement. Et chaque année, il y a des menaces de syndicats de transport public et des taxistes, par exemple, qui vont faire la grève pendant les Mobile World Congress. Alors, s'il y a une grève comme ça pendant les Mobile World Congress, les médias, les journaux vont arracher la mairie, quoi. La maire, elle a beaucoup de pression dans ces conditions. Et c'est pour ça que, par exemple, l'année 19, elle a décidé, juste avant la grève, elle a fait la promesse d'élarguer la concession de cette foire qui s'est terminée l'année 2025 jusqu'à l'année 2050. Et avec ça, même s'il y a eu une grève à Barcelone, des taxistes et des transports publics, aucun journal n'a parlé. Aucun journal n'a parlé. Donc c'est un exemple concret de comment les pouvoirs, les élites, ceux qui possèdent les moyens de communication, on a une force très grande de lobbyisme dans les décisions qui se prennent. Et il me semble que vous n'êtes plus aujourd'hui à la municipalité de Barcelone. Est-ce une des causes de votre départ de cette municipalité, ou sinon quelles peuvent être les autres causes aujourd'hui? Oui, la principale raison, c'était cet exemple dont j'ai parlé, la foire, non, la concession de la foire. Parce que même ça a beaucoup à voir avec l'Anthropocène, parce que là, la mairie, elle prétend investir des millions d'euros qui seraient très utiles pour améliorer les transports publics ou les logements publics. Il veut investir beaucoup d'argent, des centaines de millions d'euros pour élargir et renouveler la foire, non? Et ce qu'il veut faire, c'est héberger une exposition universelle sur les objectifs de développement durable de l'ONU, l'année 2029, dans cette foire. Donc il veut appeler des gens qui vont venir en avion pour parler de laisser l'avion, non? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette foire? Il me semble qu'il y a un mouvement qui est en place aujourd'hui, un collectif qui s'est monté pour sauvegarder ou pour changer les enjeux de cette foire. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bon, tristement, le mouvement s'est un peu éteint parce que c'était impossible. Mais oui, ça s'est déclenché avec la décision de la maire. Et ils essayaient au lieu de... On avait du temps jusqu'à l'année 2025 pour avoir un processus participatif et décider avec tout le monde, pas seulement avec les élites des bourreaux, mais avec les mouvements sociaux des voisins et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 27 hectares de sol public municipal très centrique? On pourrait peut-être, au lieu d'avoir un parc, une foire fermée
qui tournent le dos vers les quartiers de côté, qui sont très gentrifiés, on pourrait peut-être y placer des milliers d'unités de logements publics et des magasins aussi publics pour l'économie avec des racines dans les territoires et avoir une mixité des fonctions sociales dans un quartier. C'est tout un quartier, c'est à la même taille que la Barcelonnette, qui est un quartier très, très connu de Barcelone. Donc on a essayé d'ouvrir ces processus participatifs, mais tout était déjà signé, quoi. Donc ça va pas se passer. Et même avec les grèves d'autres mouvements comme la grève des transports dont vous parliez juste avant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'agréger ces différentes luttes ? C'est pas si facile. On se trouve à Barcelone. Barcelone, c'est un très bon exemple d'une ville qui a souffert la désindustrialisation. On était une ville très industrielle avec des mouvements ouvriers et des syndicats très, très forts. Mais de plus en plus, on a fermé les usines et on est vers le tourisme, vers les grands événements et tout ça. Donc, on a des syndicats qui sont toujours dans les siècles 20. Dans le XXe siècle, et pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Par exemple, très souvent, ils ont spéculé avec les logements sociaux dans les dernières années. Donc, ils sont toujours dans une logique qu'ils devraient changer, non? Et ils ne sont pas toujours de côté des mouvements sociaux et des voisins qui sont en lutte pour les droits au logement et les droits à la ville. Radio Anthropocène. Et nous sommes de retour pour notre discussion sur l'habitat en Anthropocène en compagnie de David Bravo et de Renaud Père. Alors nous avons évoqué toutes les difficultés de prendre en compte les enjeux d'Anthropocène aujourd'hui dans un contexte urbain sur les enjeux d'habitat et d'aménagement des villes. Malgré ces difficultés, vous avez tous les deux pour mission d'améliorer à la fois l'habitat mais aussi le pouvoir d'habiter des habitants. Qu'est-ce que cela veut dire et comment vous y prenez-vous ? Qui veut prendre la parole en premier ? Écoutez, moi je veux bien. Pour Lyon, pour la métropole de Lyon, vous avez tout à fait raison. La bonne expression, c'est bien celle du pouvoir d'habiter. Mais si vous voulez, la sociologie, le droit à la ville nous montrait déjà que le pouvoir d'Henri Lefebvre nous montrait déjà que le pouvoir d'habiter, ou en tout cas que la ville était un combat. Le combat, c'est celui du marché. Je vous entendais évidemment évoquer la situation de Barcelone et les freins. Notre principal frein, et n'y voyez pas un engagement à la collectivisation pure et dure, mais notre principal frein, c'est le marché. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en matière de logement, nous avons un marché totalement débridé. Ce marché débridé, il fait les 22 000 mal logés de notre métropole. Ce marché débridé, il fait les marchands de sommeil qui pensent que le logement, c'est le tout profit et qu'on peut exploiter la misère. Ce marché débridé, il fait l'inflation du prix du foncier contre laquelle je me bats et j'essaye précisément de mobiliser aussi d'autres élus, notamment dans le Conseil national de la refondation créé par le gouvernement, et je siège dans le CNR Logement, mais pour cette seule revendication quasiment. Ce marché débridé, il fait également le marché secondaire ou le troisième marché qui fait que lorsqu'on n'a plus d'autres possibilités d'habiter dans la métropole, c'est-à-dire proche de son emploi, eh bien on va aller dans des logements dégradés, soit en partie à la Guillotière, je vous en dirai peut-être un mot, dans le cœur de Lyon, mais aussi à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, et là on a des biens qui se dégradent trop vite, notamment dans ce qu'on appelle les copropriétés dégradées. Et quand même, comme nous sommes au mois de janvier, il y a un peu plus d'un mois, le 16 décembre, il y a eu un drame à Vaux-en-Velin avec 10 morts, dont 4 enfants. Et c'est un moment qui marque évidemment une ville, qui marque avant tout des familles et qui marque un mandat, je peux vous le dire. Donc nous devons absolument lutter contre cela. Et ça dégrade le pouvoir d'habiter. Moi, j'ai lancé une démarche qui s'appelle le livre blanc de l'habitat. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous savez, moi, quand nous sommes arrivés, c'était notre engagement de notre équipe qui, elle aussi, a connu une alternance forte à la métropole de Lyon. Un de nos engagements, c'était de produire plus de logements sociaux.
Donc 5000 logements locatifs sociaux par an à la fin du mandat, plus 1000 logements en bail réel solidaire. Peut-être que je vous en dirai un mot si on a le temps. Et puis, donc, il y avait cet engagement quantitatif qui est la seule manière de desserrer la pression. Certes, mais il faut parler de l'existant. Et aujourd'hui, il y a des habitants qui se sentent enfermés. Le livre blanc, c'est 80 entretiens approfondis avec des habitants, des Minguettes, du boulevard des États-Unis, de Neuville-sur-Saône, pour prendre un autre territoire, et puis d'une zone d'aménagement concertée assez récente, la ZAC du Bon-Lait, dans le 7e arrondissement. Tous nous disent, nous nous sentons enfermés. Enfermés parce qu'on ne peut pas changer de logement social, il n'y a plus de possibilités quand il y a 9 demandes de logement social pour une seule satisfaite. Enfermés quand quand arrive un enfant et qu'on ne peut pas déménager, même quand on est propriétaire de son logement ou locataire dans ce qu'on appelle le libre, hein, le parc privé. C'est ça la situation. Enfermé parce qu'on n'a pas d'espace commun. On n'a pas de part de participatif ou de coopératif dans son immeuble. Enfermé parce qu'on n'a pas d'endroit pour mettre son vélo. Enfermé parce qu'on est très loin d'un espace vert. Enfermé parce que, évidemment, il y a la question de l'extérieur, mais aussi de l'accessibilité quand on est en situation de handicap. On a fait ça. Et ensuite, on a travaillé, je pense pour la première fois. Quand je dis on a travaillé, c'est les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux, puis nous ont rejoint les représentants des propriétaires privés, et puis des architectes, mais aussi les services de la métropole, mais aussi l'agence d'urbanisme, peu importe. Plein de personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et ensemble, on a élaboré 20 propositions pour redonner, il s'appelle comme ça le livre blanc, le pouvoir d'habiter. C'est très prétentieux. On n'y arrivera pas tout de suite. Et je ne voulais absolument pas que ça se solde par de la démagogie. Donc, on a mis sur chacune des propositions une temporalité. On y arrivera vite, on n'y arrivera pas très vite. Et puis un territoire. Ça, c'est à la commune. Ça, c'est au bailleur privé. Ça, c'est à la métropole. Ça, c'est à l'État. Dans les 20 propositions, il y a la régulation du prix du foncier. David Bravo, de votre côté, plutôt sur Barcelone, juste avant de revenir sur ce contexte-là, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer peut-être la différence que vous faites, vous, entre le logement et l'habitat, parce que j'imagine que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Donc si vous pouviez nous expliquer en quoi cela consiste, quelle est la différence? Oui, j'aime bien cette question parce que pour moi, il y a un gros enjeu aujourd'hui, que c'est de comprendre que tout est logement. Quand on parle des villes et de l'habitat, le logement est l'effort les plus nécessaires à améliorer, quoi. Et je dis ça parce que le logement a une liaison très forte avec très domaines qui sont essentiels pour toute ville. Il y a une expression très parisienne, je ne sais pas si vous utilisez ça à Lyon, métro, boulot, dodo. Un petit peu moins, il me semble. Un peu moins. Un peu moins, ok. Pourtant, c'est une réalité aussi. Oui, tout à fait. Dans cette expression, il y a 3 concepts qui sont les dodo. Dormir, c'est la maison. Non? Il faut avoir des maisons efficaces en termes énergétiques, en termes de pauvreté énergétique, et hydrique aussi, de l'eau. En Espagne, c'est très important. Et ça, c'est clair. Non? Mais puis, il y a la question du boulot. Elle est très liée au logement aussi. Parce que si le prix du logement monte, mon salaire, il décline, quoi. Donc, c'est une question économique. Ce n'est pas une question du département de logement. C'est une question holistique. Ça a à voir avec tout. Dans une ville où les gens sont en train de payer trop pour le logement, les gens ne peuvent pas aller au magasin pour acheter des choses. Ils ne peuvent pas aller au théâtre ou au cinéma. Donc, ça implique beaucoup dans la vie de la ville. Okay? Et à travers du logement, on pourrait améliorer beaucoup les côtés économiques de la ville. Maintenant, on a des villes, par exemple, qui sont les syndicats, comme on disait avant, à Barcelone, ils sont en train de défendre des entreprises de bagnoles, de la Seat ou Volkswagen ou Nissan. Ils ne veulent pas qu'elles ferment parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Mais on devrait faire du logement comme on fait les voitures. On devrait préfabriquer avec des matériaux nouveaux, avec du bois, avec des containers maritimes réutilisés, par exemple. On pourrait préfabriquer pour bâtir d'une façon beaucoup plus propre. Et ça serait très utile pour créer des emplois de qualité. Et ça serait, par exemple, une façon de construire, de faire quelque chose qui est très nécessaire. Il y a beaucoup de demandes de ça. Mais peut-être quand même que l'élément, pour revenir sur
sur la question de logement et habitat. Le logement, disons, c'est un toit. L'habitat, c'est un usage. C'est ça la vraie différence. Le logement, c'est subi, c'est passif. L'habitat, c'est actif. Et vous voyez bien, on a traversé une crise sanitaire profonde, avec notamment le grand confinement, mais qui a été plutôt révélatrice qu'une vraie rupture. Le logement n'était plus le refuge, il était le repli, réellement. Donc il faut absolument, et vous avez raison de reprendre cette expression parisienne, c'est rare quand même que nous on la reprenne. Là vous nous demandez quand même beaucoup Oui, désolé, c'est comme d'efforts. à Barcelone et Madrid. C'est comme Barcelone et Madrid. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsque on habite Tarare, dans la grande région urbaine lyonnaise, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça sans doute les habitants, et qu'on passe sa journée dans sa bagnole pour aller bosser dans la métropole de Lyon, et que du coup on n'est jamais chez soi, que du coup on ne s'engage pas dans la vie de quartier, dans la vie précisément de la cité et des loisirs, on n'habite pas. C'est exactement là où j'allais. Le troisième concept, les métros, c'est la mobilité, non? Et on pense jamais au fait que les logements, c'est une infrastructure de mobilité durable. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on fait du logement public, accessible, dans les quartiers où l'on peut marcher, et les quartiers qui ont déjà du transport public, et qui sont ceux quartiers qui souffrent de la gentrification, on améliore la mobilité de la ville. On ne pollue moins. D'accord? Donc, ça nous amène au fait que le logement, c'est une arme pour améliorer les villes. C'est une arme pour donner plus de compacité au quartier, lutter contre l'étalement périphérique. Et aussi, c'est une arme pour nous donner plus de mixticité sociale et fonctionnelle dans les villes. Là où il y a trop de tourisme ou de commerces, des centres commerciaux ou des bureaux, quoi, on peut injecter du logement social, du logement public pour avoir cette mixture sociale et fonctionnelle. Donc j'ai un copain qui est urbaniste qui a une phrase que j'aime bien. C'est très espagnol, hein, désolé, pardonnez-moi. Mais il dit, si la ville était une paella, les logements seraient les riz. Et à Barcelone, on a trop pensé au calamar. Il va falloir qu'on l'adapte à nos plats lyonnais, mais c'est plus difficile peut-être. Tout à fait. Donc c'est ça ce que je disais. Les logements, c'est tout. Tout est lié au logement. Et on le relègue au département de logement, mais les départements d'urbanisme, de tourisme, de l'économie, des relations internationales, tous les départements devraient être très préoccupés au sujet du logement. Vous avez soulevé quelque chose pendant votre prise de parole qui était la gentrification. Il me semble que vous avez été du coup conseiller à la municipalité de Barcelone en charge de la lutte contre la gentrification. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est la gentrification et surtout en quoi consistent ces actions? Vous parlez d'injecter de logement social, mais est-ce qu'il y a seulement ce levier-là? Quels sont les autres leviers? Oui, bon, définir la gentrification aujourd'hui, j'aurais besoin de 2 heures ou plus, encore plus. Mais pour moi, c'est assez différent du moment où Ruth Glass a inventé ces mots à Londres des années 60. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont une espèce de schizophrénie entre la dimension locale, les voisins, les travailleurs, la réalité physique, et la dimension globale, le tourisme global, la digitalisation de la société, de l'économie, voilà. Donc aujourd'hui, je définis la gentrification comme une pathologie des villes compactes qu'on a reçues du passé, des villes industrielles, qui menacent la compacité et la mixture de ces quartiers centraux, qui sont ceux qui souffrent de la gentrification. Et le phénomène, il menace cette compacité et cette mixture à travers les 3 effets qui se mêlent entre eux. L'un, c'est les logements et les magasins aussi, les espaces commerciaux sont trop chers, ils montent de prix, donc ça expulse les gens vers la périphérie, quoi. Donc ils dépendent plus aux voitures. Puis il y a l'adultération. Ça veut dire qu'on utilise des logements
comme une autre chose, comme un bureau d'advocat, ou peut-être comme une infrastructure touristique, Airbnb, vous me comprenez. Et puis, il y a un troisième phénomène, je ne sais pas si vous le souffrez ici à Lyon, mais à Barcelone, c'est très préoccupant, c'est le vidage des logements et des magasins. Donc, d'un côté, on a des investisseurs globaux qui achètent des appartements et ils n'y habitent pas. Donc, on peut avoir des rues entières où il n'y a pas de lumière dans la nuit. Et au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de magasins qui restent vides. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet Amazon, par exemple. Il y a des changements de... Les dark stores. Voilà, par exemple. Et aussi parce que le prix ne vaut pas les coûts des loyers en magasin dans cette rue. Peut-être, moi, effectivement, la gentrification s'est complètement transformée. Et vous avez raison de dire que c'est plus celle des années 60, 70, 80, 90 même. Et on le sait, on a eu plusieurs générations de gentrifieurs. Il y a des très beaux travaux en France, je pense aux travaux d'Anaïs Collet notamment, qui montrent qu'il y a eu plusieurs générations. Années 70-80, c'est des classes moyennes qui arrivent et qui vont dans des quartiers populaires. Années 90, on aura plutôt des artistes. Aujourd'hui, c'est quoi le phénomène? Le phénomène, il est plutôt de classe moyenne supérieure avec un vrai capital économique et qui, en plus, uniformise la ville. À cela s'ajoutent effectivement les investisseurs. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans la métropole de Lyon, c'est les fonds d'investissement qui rachètent en bloc des immeubles. Alors, à Lyon, on avait eu une grande controverse il y a une dizaine d'années sur des immeubles haussmanniens. Aujourd'hui, ce n'est plus les immeubles pierre de taille haussmanniens, c'est des immeubles communs. Rachetés en bloc, on indemnise à l'enveloppe l'occupant, et puis après, on revend à la découpe en faisant une culbute x2, x3. C'est évidemment la vacance des logements qui, bien souvent, est préférable. C'est dire à quel point, quand même, l'investissement dans la pierre est considéré comme un objectif. Et puis, c'est évidemment les meublés de tourisme. Ça m'écorche un peu quand même de citer un nom de plateforme, mais vous l'avez cité, donc je dirais que vous l'avez fait pour moi. Eh bien, il faut lutter contre ça. Donc, on a engagé des actions contre les meublés de tourisme. Oui, dans la ville de Lyon, là où la loi nous le permet, c'est le changement d'usage qui désormais nécessite une compensation strictement identique à tout bien qui est mis en meublé de tourisme de manière pérenne. Je ne parle pas du nombre de nuitées autorisées dans son propre logement, mais un autre logement. Il faut mettre un logement en location dans le même arrondissement, dans le même quartier. Et puis, il faut lutter contre cette forme de gentrification. Il faut lutter. Comment on fait? D'abord, notre chance par rapport quand même à Barcelone, et ça c'est important quand même de le dire, c'est le modèle français du logement social. Il faut le rappeler, parce qu'on a quand même beaucoup vécu, on décrit beaucoup le logement social, on a la chance d'avoir un modèle qui est à la fois financé de manière privée et publique. Eh bien, aujourd'hui, dans notre métropole, on a plus de 25% de logements locatifs sociaux. Ça ne suffit pas. Parce que c'est 1,5%. Je sais. Mais ça ne suffit pas parce que 70% de la population est éligible. C'est pour ça qu'on a développé un autre produit, le bail réel solidaire. Accession à la propriété 2 fois moins cher parce qu'on reste propriétaire du foncier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On l'annoncera dans quelques jours. On va faire une opération au cœur du quartier de la Guillotière, où on proposera des logements en bail réel solidaire, qui seront pas chers, mais qui permettront à des classes moyennes d'accéder à la propriété tout en ayant réhabilité le bâti qui, aujourd'hui, se dégrade dans une partie de ce quartier. Merci pour ces engagements et pour toutes ces explications. Cette émission touche à sa fin. Merci à tous les deux pour les échanges stimulants et très intéressants. David Bravo, je rappelle que vous êtes architecte, vous faites partie du cabinet de conseil international Urban Front et que vous êtes investi dans différentes structures et collectifs à Barcelone. Nous vous retrouvons ce soir à partir de 20h30 au RIS pour la soirée de clôture du festival intitulée « Et maintenant, que faire? Les possibles anthropocènes ». Renaud Père, merci également. Vous êtes vice-président, habitat, logement social et politique de la ville de la métropole de Lyon. Vous avez récemment coordonné le livre blanc de l'habitat qu'il est possible de trouver sur le site de la métropole de Lyon. Merci. Merci beaucoup. À l'école de l'Anthropocène.